Loin de l'agitation médiatique et de la profusion d'images, on peut aussi prendre son temps pour scruter un visage. Ici, au cœur du studio Harcourt, on cherche et on capte dans chaque visage, chaque regard, une parcelle de beauté intemporelle. Juste après l'invention de la photographie, des studios de portraits fleurissent dans le monde entier. En Grande-Bretagne, naît le studio Richard Baird. En Écosse, Hill et Adamson nous révèlent des visages extraordinaires. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, on découvre les portraits de Southworth et Hawes. Tout le monde se souvient des photos d'Indiens dans les studios ambulants de Curtis ou de Reinhardt. Partout, le portrait s'impose comme la forme de photographie la plus populaire. La France n'est pas en reste. Elle a inventé la photographie et à Paris, le studio Nadar connaît un franc succès. Grâce à lui, le monde entier découvre les visages de Baudelaire, de Victor Hugo, Serge Bernard, Dumas et tant d'autres. Des studios comme Reutlinger et Desideri font de même. Le studio Manuel Frère prend le relais et photographie les étoiles naissantes du cinéma et du music-hall. En 1934, alors que l'heure de gloire de tous ces grands studios est passée, les premières images de studio Harcourt voient le jour. Ces images dorment ici, au fort de Saint-Cyr. Elles sont précieusement conservées aux archives photographiques. Ici, on les appelle le fonds Harcourt. Ces milliers de clichés constituent une partie de notre patrimoine photographique. Aux côtés de Nadar, Adjet, Musement, Braun et tant d'autres. Mais le fonds Harcourt a une singularité. Le fonds Harcourt est un fonds assez particulier. Plus de 300 000 personnes sont passées entre 1934 et 1989, date à laquelle s'arrête le fonds pour la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Nous avons un nombre incalculable, entre guillemets, de documents. Vous avez une idée du chiffre ? Entre 10 et 15 millions. Cette histoire aux millions de documents et aux centaines de collaborateurs naît d'une banale rencontre amoureuse. Jacques Lacroix, patron de presse des années 30, rencontre Cosette Harcourt, une Française d'origine juive allemande, au léger accent anglais. Jacques Lacroix succombe au charme de cette retoucheuse du studio Manuel Frère. On peut dire qu'il offre à Cosette un studio, comme dans les années de fin du 19e, on pouvait offrir à des actrices un théâtre, en pensant que finalement, ce studio, ça va l'amuser.
ça va la distraire. Et il crée un autre studio à quelques mois près, en 1933, un studio qui s'appelle Profoto, qui est tourné vers la publicité. Très vite, les frères Lacroix, Jacques et Jean, font évoluer leurs publications. Les nombreuses revues professionnelles qu'ils éditent deviennent les revues grand public. Leur magazine Guerrier est un grand succès, au tirage important. Ces pages font la part belle à leur production photographique. Ce qui intéressait les frères Lacroix, c'était de nourrir leurs publications de photographies. Pour eux, la photographie remplaçait l'illustration. Donc c'était une vision pratiquement mercantile de la photographie, sa duplication, alors que pour Cosette Harcourt, non, c'est une vision artistique de la photographie. Elle était vraiment dans la vision de la photo d'art, ce qui n'était pas du tout la vision des éditeurs qui étaient les Lacroix. Et à leur grand étonnement, ce n'est pas le studio Profoto qui perce, mais le studio Harcourt. À l'origine, ce sont plutôt des écrivains qui ont fait la notoriété du studio, mais cela tout au début, dans les années 30, où Cosette avait très bien compris que les personnalités seraient des images porteurs et qu'elles montreraient fort haut l'image du studio Harcourt qui, à l'époque, lorsqu'il s'installe en 1933, n'est pas un studio très connu. La photographie Harcourt n'est pas immuable. Sur les premières commandes, on est encore assez loin de ce que représente aujourd'hui une photo Harcourt. On est encore dans un studio qui emprunte beaucoup au studio manuel, aux vues de l'atelier Nadar, qui sont des vues assez simples. Mais rapidement, on sent un travail sur l'éclairage et une nouvelle façon de modeler les visages grâce à la lumière. Et ça, c'est l'apport du studio Harcourt. Se plaindre, tu remets ça. Je m'en vais. Ouais, on va reprendre ça. S'il te plaît. Ok. Ah. Alors. La page. Oui, plaqué comme ça. Bien, alors déjà, Attends, je l'ai pas en entière, hein, là. Ah, tu l'as pas montré ? Faut la baisser un peu, soit que... Ouais. Super. Ça, c'est quoi le 300 là? On le règle bien. Tout petit peu plus, 3/4. Encore plus? Un tout petit peu plus, oui, ça va décrocher la mâchoire, ça va être plus joli peut-être. Je regarde le rond derrière. Juste la lumière. Oui. Si vous voulez me regarder juste pour régler la lumière. Voilà. Oui. Vos yeux prennent la lumière de façon incroyable. Là, c'est très beau ça. Bon, on fait quelques images là. Promenez votre visage, les yeux, et vous revenez vers moi. Maintenant, est-ce qu'on peut faire les yeux un petit peu plus dans le vague, plus comme ça, oui. Très beau. Et une ébauche de sourire. Voilà. Très beau. Est-ce que c'est le soleil qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui donne le bonheur? Très bien. Maintenant, un petit peu de nostalgie. Voilà, là, on sent du bonheur, du sourire, oui. Et l'œil, à moi. Oui, ça suit en lumière, oui, c'est bien, oui. Très bien en lumière, ça. Et vers moi, maintenant? Oui? Oui. C'est trop facile de faire des photos avec vous. On change de carte, si on a une autre carte, s'il vous plaît. En 1938, il est temps pour le studio de s'ancrer dans la vision très précise
de Cosette Harcourt. Femme élégante et admiratrice des grands artistes de son temps, elle sait que l'adresse prestigieuse du 49 avenue d'Iéna à Paris peut attirer une clientèle en mal d'expériences inédites. Se rendre chez Harcourt, c'était retrouver les fastes de la belle époque. C'était retrouver l'univers des grandes actrices de Sarah Bernhardt qui montaient les escaliers. Et à partir de là, ils vont commencer tout un décorum qui va participer de ce faste. À l'époque, c'était vraiment... on ne pouvait pas faire plus somptueux. Il n'y avait pas la peine de lever le petit doigt. On avait les vedettes qui venaient au 49 avenue d'Iéna pour se faire... C'était un passage obligé. Parmi les journaux des frères Lacroix, le plus important pour la diffusion des images de studio est le magazine Vedette. L'hebdomadaire accorde une grande place au portrait promotionnel du studio et mélange savamment le portrait de qualité, l'image publicitaire et des reportages photographiques sur les artistes. Le studio apporte aux acteurs une image qui est parfois peut-être plus cinématographique que celle qui est proposée par les images de promotion de films, avec des éclairages très tranchés, où ils sont mis en scène mais pas dans un cadre précis. Leur image acquiert une sorte d'indépendance. Et quand ces images sont diffusées, finalement, ces acteurs, par leur célébrité, par leur passage dans les salles obscures, apportent aussi une renommée au studio. Nous ne sommes pas ici dans un studio de cinéma, mais bien chez l'un des plus importants photographes parisiens, car le cinéma et sa technique ont véritablement bouleversé l'art photographique d'aujourd'hui. Jeu d'ombre et de lumière sur le charmant visage d'Yvette Lebon. L'éclairage joue en effet maintenant un rôle primordial. La classique mise au point sur la plaque de verre dépoli. L'influence du cinéma ne se fait pas seulement sentir dans le domaine si complexe de l'éclairage, mais aussi dans celui du maquillage, comme le montre ici Corinne Luchaire. La montée en puissance du style Harcourt, la notoriété grandissante du studio, tout cela est le résultat du travail acharné de Cosette. Aux côtés de son amie Coco Chanel, elle préfigure la femme moderne, une femme chef d'entreprise qui décide, seule. Quand on parle du studio Harcourt, beaucoup de personnes ne s'imaginent pas que c'était cette petite femme qui était l'impératrice de cet endroit. Elle était discrète, on la voyait pratiquement pas, mais elle organisait tout, elle faisait tout. Elle était maligne, très, très perspicace, un petit regard, un petit bout de bonne femme avec un petit regard, et jouant, influençant beaucoup Jacques. Aucune décision importante n'était prise par les frères Lacroix et surtout par Jacques sans que Cosette Harcourt n'ait pas été consultée. Et elle n'était pas volubile. Ce qu'elle avait à dire, c'était simple. Elle écoutait avec infiniment de perspicacité. Et son regard, si vous voulez, vous pénétrait et vous savez qu'elle vous avait jugé. Cosette, elle est, je dirais presque, l'alpha et l'oméga du studio, dans la mesure où c'est elle qui impose le style Harcourt. Elle l'impose, elle ne le crée pas, mais elle l'impose puisque elle l'avait connu chez un autre photographe où elle avait fait ses débuts, le studio Manuel, et ce type d'éclairage est lui-même imposé par un autre photographe qui s'appelle Lucien Laurel. Et Lucien Laurel a importé les éclairages américains des studios de cinéma. Elle l'a vu et elle s'est dit qu'il fallait accentuer cela. C'est vraiment un mouvement qui est très lissé, la constitution de l'image Harcourt. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est des apports successifs, tantôt un éclairage provenant du cinéma, puis sous l'occupation des photographes de plateau qui viennent travailler, comme Raymond Voinquel, au studio Harcourt, et qui apportent une autre vision de la lumière, qui n'était pas forcément celle des opérateurs photographes de studio. Voinquel, Aldo, Corbeau et les autres étaient des photographes qui travaillaient sur les plateaux de cinéma. Nourris de la lumière des grands films de l'époque, ils se servent de cette esthétique quand ils viennent au studio Harcourt. Raymond Voinquel était le plus connu d'entre eux.
Lorsque je l'interviewais moi-même, il me dit « Eh bien, chez Harcourt, on est toujours beau ». Et naturellement, qui peut résister à cette idée d'avoir une éternelle jeunesse, d'avoir une beauté qui dépasse les outrages du temps ? C'est vrai que chacun dans son enfance a pu voir des grandes photographies Harcourt dans les salles de cinéma et dans les salles de spectacle. Est-ce que toutes ces images qu'il y avait à l'entrée du cinéma ont donné aussi ce mouvement de faire rêver, de tirer le meilleur parti artistique de la personne, de mettre en avant la beauté de chaque personne, la personnalité? Je pense à un acteur comme Michel Simon, qui était laid, mais en ne mettant un point en lumière que sur le visage, la lumière d'assez haut pour accentuer les traits. Le visage de ces gens était vraiment formidable. C'est absolument un mythe. Tout le monde connaît le studio Harcourt. Barthes disait, on n'a pas été acteur si on n'est pas passé par le studio Harcourt. Si on veut être précis, Barthes écrit « En France, on n'est pas acteur si on n'a pas été photographié par les studios Harcourt. » La nuance est essentielle. Dans notre imaginaire collectif, toutes les grandes vedettes américaines sont passées chez Harcourt. La réalité est tout autre. Il n'y en a que très peu dans les archives. Les portraits des grandes stars américaines publiés dans les magazines ont d'autres signatures, elles aussi très connues. La griffe Harcourt, elle, est une signature très française. Il est vrai qu'à ses débuts, Cosette Harcourt signait de sa main et elle signait d'une façon assez imposante. La signature était plus grande qu'elle n'est aujourd'hui. Par la suite, quand il photographiait donc les anonymes et non les célébrités, la signature s'était réduite. La griffe Harcourt évolue dans le temps. Vous n'avez pas une griffe avec marqué Studio Harcourt Paris, vous en avez une dizaine qui évoluent. Et à chaque époque, vous pouviez avoir 2, 3, 4 griffes qui étaient utilisées en fonction, je dirais, du goût du tireur ou de la retoucheuse. Il n'y a pas de Picasso sans signature, donc il n'y a pas de portrait Harcourt sans signature. Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale est déclarée. Pendant la guerre, les studios Harcourt ont continué de fonctionner fort bien. Les frères Lacroix avaient pour leur presse suffisamment de papier pour l'éditer, donc ils travaillaient avec, non pas la bénédiction des Allemands, mais travaillaient, je dirais, en très grande collaboration avec eux. Et Harcourt n'a eu aucun souci à se faire pendant cette période-là. Le studio Harcourt n'est pas le seul à exister sous l'occupation. Les cabarets, les théâtres et les cinémas font le plein. De grands films se tournent et de nombreuses vedettes de toutes catégories remplissent les pages du magazine des frères Lacroix. À cette période, l'hebdomadaire des programmes radio est le plus riche en images Harcourt.
Les ondes affichent même en couverture les portraits Harcourt colorisés, qui sont aujourd'hui de vraies curiosités. Les affaires de Jacques Lacroix sont florissantes, mais il reste un homme amoureux, inquiet pour Cosette. Jacques Lacroix a épousé Cosette, dont je vous ai dit qu'elle s'appelait Germaine Hirschfeld. C'était une juive d'origine allemande. Il l'a, avec beaucoup d'élégance, épousée à une époque où plutôt on se cachait. Pour la libérer, pour éviter en quelque sorte que la Gestapo et les envieux viennent attraper la pauvre Cosette et éventuellement lui faire subir un sort monstrueux, Jacques Lacroix lui a dit, ben voilà, je te marie, on se marie. Et c'était pas trop difficile à faire parce qu'ils s'aimaient. Pendant la guerre, eh bien, le studio Harcourt va être un lieu où les nazis vont se faire photographier pendant toute la guerre. Eine Parade über die Avenue Foch beschließt diese Stunde der Ehrung. Il y a eu quelques photographies d'Allemands parce que il s'agissait pas d'être bravache, parce que c'était un danger infini. Bon, ben dans ces cas-là, si vous voulez, quand vous étiez dans la rue, vous pensiez qu'il y avait un officier allemand, vous n'alliez pas lui donner un coup de coude parce qu'à ce moment-là, ce qui pouvait arriver était catastrophique. En 1943, en pleine occupation, le studio sort des presses des imprimeurs Dräger, l'un de ses plus beaux documents publicitaires. Cet album porte en lui tout le paradoxe de l'époque. Des photographies magnifiquement imprimées dans un écrin luxueux. Privilège incroyable dans une époque rationnée. Un autre regard permet au lecteur de découvrir la mise en valeur évidente d'une culture de la beauté à la française. Derrière cette volonté, encore et toujours, Cosette Harcourt. Je pense que c'était important pour elle que le studio traverse le temps, traverse les âges. C'était vraiment quelque chose auquel elle était très attachée. Et peut-être que si le studio a continué, c'était aussi sa volonté, sans aucun doute. Il fallait quand même que tout continue malgré tout. On peut dire aussi que ce qui a fait une part de cette fortune à cette époque va perdurer et peut-être de façon bien plus importante encore dès la libération, puisque après l'état-major allemand, c'est l'état-major des armées américaines qui vient et on voit les grands officiers américains commander par centaines des photos 30-40 de leurs portraits. Après-guerre, dans les années 50, je pense que les studios Harcourt ont fait un tri important de leur production et n'ont pas conservé l'ensemble de toutes les photos qu'ils ont prises, soit avant, soit pendant, soit même après la guerre. Et ça, c'est difficile à prouver. Vous êtes maman et fille. Oui. Très bien, ok, et parfait. Et petite fille, parfait. Mademoiselle Calista est très sage, c'est très bien. Attention, les yeux, Calista. Hop. Oh. L'important, c'est vraiment de passer un bon moment, de revenir vraiment dans le moment présent et pas de stress particulier. Moi, je vous dirigerai après, vous regardez le sourire, pas le sourire, etc. Comme ça, hop. L'univers d'Harcourt, c'est pour moi un univers de mise en lumière et de cinéma. Pour moi, c'est une forme très particulière de photo qui vous fait sortir de vous d'un certain nombre d'émotions, de choses qui, grâce aux lumières, grâce à la mise en scène, grâce à ces demi-sourires qu'on vous fait prendre. Ok. Alors, vous allez vous rapprocher un tout petit peu. Voilà, parfait. C'est vraiment une expérience un peu hors du temps et qui permet de se retrouver un peu comme une star de cinéma des années 40. Voilà.
Est-ce que Calista, vous pouvez la prendre un petit peu plus vers vous? Oui. Voilà, pour qu'elle soit un petit peu plus dans la lumière. Voilà. Coucou Calista. Parfait. Alors. Les photos Harcourt, je ne m'en connais pas vraiment. Peut-être parce que je suis plus maquillée que d'habitude, plus figée. J'ai pas du tout l'habitude de poser, j'ai pas du tout l'habitude de prendre le temps, donc mes photos sont toujours dans l'action, dans le mouvement ou prises un peu volées. Et là, on n'est pas du tout dans ces photos-là. On a des photos qui prennent beaucoup de temps à mettre en place et à figer. Avec ces lumières continues, vous ne voyez pas le photographe, vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe et vous vous laissez guider par la voix. Et c'est ça qui nous permet, en décontractant le sujet, de l'amener à une réflexion sur lui-même et une introspection qui fait que fatalement son expression va être changée et que le photographe va pouvoir capter une expression que le sujet lui-même ne se connaît pas. Vous fermez les yeux. Ok, un demi-sourire qui vient tout doucement, juste avant d'ouvrir les yeux. Coup d'œil à moi tout de suite. Yes. Ok, très bien. Les différentes vignettes que j'avais vues à l'époque, planche contact, j'avais trouvé ce côté assez doux que je connaissais pas et qui ressortait en tout cas de ces images et qui était assez surprenant pour moi. Je me trouvais pas jolie ou pas jolie, c'était juste assez différent. Et je retrouvais des choses de moi, mais même le regard est assez différent parce que je pense que le fait que la séance dure aussi, on a un regard qui s'absente un peu et du coup on est moins dans la photo. Enfin, c'est assez difficile à exprimer, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti en revoyant ces images où encore une fois cette sorte de voile, de flou, de douceur, ressortait. Bon, révéler psychologiquement, je n'irai pas jusque-là parce que c'est un peu outrancier, mais c'est vrai que l'art de la retouche, ou l'art de la prise de vue permet effectivement de montrer des aspects peut-être cachés de la personne. C'est un peu comme une caricature, mais la caricature, c'est accentuer le trait, tandis que là, on accentue le trait, mais photographiquement. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'intériorisation, qu'il n'y a pas d'expression particulière. On ne voit pas le tragique, on ne voit pas le rayonnement, on voit une image, une expression qui est hors du temps, qui n'est pas dans une expression d'une histoire personnelle. On est au-delà de l'histoire personnelle. Et c'est en cela que je pense qu'il n'y a pas de véritable intériorisation. Vas-y, passe-le-moi. Ces familles, photographiées au cours de toutes ces années, représentent la grande majorité des portraits du studio. Elles dessinent un portrait unique de la France. Il s'agit d'un portrait d'une France, c'est-à-dire la France de la bourgeoisie intellectuelle, mais aussi des notables, des ecclésiastiques, des grandes personnalités de la justice, du monde, des institutions. Important de rester, enfin de garder quelque chose, et j'espère que pour ma fille et ma petite fille, ce sera un joli souvenir. C'était pour moi vraiment un témoignage important qui restera sans doute et je serais contente de montrer cette image figée de ma mère qui est très belle à mes enfants qui le montreront à leurs propres enfants. Le tout dans une mise en scène, c'est une photo intentionnelle, c'est une volonté. Donc je suis encore une fois, je trouve que ça a ajouté un peu à la grâce du moment Harcourt. Comme il y a une absence d'expression individuelle, le personnage qui est photographié s'inscrit dans la longue lignée de tous ceux qui ont été photographiés de 1933 à 2011 et naturellement, il s'inscrit dans le mythe. Et quand vous venez, vous participez de ce mythe et être inscrit dans le mythe, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des photos de résurrection qui durent, qui vont au-delà de la disparition de la personnalité. Alors ça, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est éternel, c'est pour toujours, voilà, l'image d'un tel. C'est là où il y avait du génie.
Les années 60 déboulent avec leur folie de la nouveauté. Nouvelles danses, nouvelle musique et évidemment, nouvelles images. Avec la génération du nouveau cinéma, eh bien, on aurait pu penser que ça en était fini, car on était plus près du reportage, on était plus près d'une photo intense, vivante, dont Brigitte Bardot incarnait cette jeunesse, cette nouvelle génération. Eh bien, pas du tout. Ils vont venir aussi, eux, pour avoir finalement cette respectabilité, cette notoriété qui s'appelle le mythe Harcourt. Cosette Harcourt choisit d'imposer une image qui ne colle pas à la mode, jusqu'à son départ du studio en 1968. Elle va imposer un portrait toujours constant où le photographe est éliminé dans sa personnalité et dans son point de vue photographique et artistique. C'est aussi pour cette raison que le studio n'est qu'un lieu de passage pour les photographes les plus doués. Sam Levin fait une carrière à part entière de portraitiste dans les années 60. Il préfère coller à l'époque, exister par lui-même. C'est une école d'humilité pour un photographe. L'apprentissage est long et austère, et ensuite il faut accepter de s'effacer derrière une griffe, derrière cette signature, derrière ce passé, rentrer dans cet héritage. Cela ne convient pas forcément à tous les photographes. Quelques photographes néanmoins ont été reconnus. Il y en a 5 ou 6 qui ont signé, puisque la fameuse griffe Harcourt, qui est la traduction schématisée de la propre signature de Cosette. Le grand attrait du studio Harcourt, il est aussi là, c'est dans cette réussite collective qui est d'avoir réussi à partir de points de vue, j'imagine, assez différents, à avoir une image qui s'inscrit dans une continuité sur plus de 70 ans. Jean-Daniel Lorieux, autre grand photographe de mode, a commencé au studio au milieu des années 60. Lui aussi cherche à prendre son envol. Il fait carrière aux États-Unis, travaille pour Vogue et sillonne le monde entier. Publicité, reportage, et réalise tout type d'images. Les plus grandes stars passent devant ses objectifs. La Sex Machine. Là, vous avez un monsieur qui avait joué donc Camillo, qui est Fernandel. C'était assez amusant. J'étais allé voir Jean Giono. Mais bon, je devais avoir 22 ans. Et je n'étais pas vraiment photographe encore. Et il y avait là un monsieur dans un coin qui réfléchissait. Et il était en train de tourner, je crois, Le Mouton à 5 pattes, qui était aussi, je crois, un livre de Giono. C'est Giono qui était réalisateur. Et Fernandel était dans un coin avec... il attendait, il a cette espèce de nostalgie et cette tristesse. Et... je dois dire que les photos que je faisais avant d'être photographe, quand j'étais jeune, étaient meilleures que maintenant, peut-être, non? Mais vous aimez le noir et blanc? Bien sûr, le noir et blanc. Ça me vient d'où, ça? Ça me vient d'où, le noir et blanc? De chez Harcourt, hein? De temps à autre, Jean-Daniel Lorieux passe au studio. Il n'oublie pas ce qu'il y a appris. Je pense qu'on ne doit pas oublier que si on est ce que l'on est, que le passé est la cause du présent. Donc, ça a été pour moi un catalyseur, un déclencheur, et je ne peux pas l'oublier. Donc, j'y retourne souvent. Montrez-moi ce que vous avez fait. Alors. Juste une ou deux. Oui, voilà bien sûr. le mien. Pendant ces séances, nul n'échappe à l'exigence esthétique, toujours présente, des fondateurs. Je sais pas, faut pas que ce soit un peu plus modelé?
C'est ce que je pense, c'était un petit peu plat, ça peut contraster un petit peu. Hein. Moi j'aimerais qu'il y ait plus de lumière sur les yeux et moins dans le bas du visage, s'il te plaît. Ouais, je pense que c'est trop égal. C'est trop, voilà, la lumière sur les yeux est un peu plus mystérieux, c'est pas si mystérieux, je trouve, comme lumière. Parce que c'est assez ça. On peut régler un petit peu plus la lumière, là. À ce sujet me revient une phrase que j'attribue au fondateur, à l'un des fondateurs du studio, Jacques Lacroix, qui donnait cet objectif très ambitieux à ses photographes. Il leur disait, vous devez photographier votre modèle comme personne ne l'a jamais photographié et comme il ne pourra jamais être photographié, sauf à revenir au studio. Parfait. Le point, la lumière. Bien, là, oui. Ah, plaisir, ça, oui, bravo. Encore une fois, allez. Ah, celles-ci sont les meilleures, sont bien. Bravo. Je crois qu'on a ce qu'il faut. Oui. Là, on est beaucoup plus hardcore. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça qu'il faut. Là, vous êtes très belle. Le patrimoine photographique n'a jamais été une préoccupation pour les hommes d'État, jusqu'à l'arrivée de Jack Lang. Je me souviens par exemple qu'en 1981, lorsque j'ai accompli mes premiers pas de ministre de la Culture au Palais Royal, rue de Valois, un de mes amis m'a emmené dans une sorte de sous-sol et se trouvait là, dans des caisses plus ou moins poussiéreuses, des négatifs de Nadar et de quelques autres grands photographes. Je me suis dit qu'il fallait absolument que l'État restaure, protège, inventorie l'ensemble de ce patrimoine. Et je me suis dit, pourquoi ne pas imaginer quelque part un lieu de restauration et de préservation comparable à Bois d'Arcy qui existait pour le cinéma, d'où Fort Saint-Cyr. Malgré les rachats successifs depuis 1968, l'activité du studio Harcourt baisse dans les années 80. Ses archives sont alors menacées. En 1989, Jack Lang décide qu'Harcourt doit appartenir à notre patrimoine culturel, aux côtés des archives Nadar. Fallait-il accepter qu'une expérience aussi puissante, aussi forte, aussi symbolique, aussi emblématique s'évanouisse pour toujours? Non. J'ai pensé que mon devoir de ministre était de permettre à Harcourt de rester Harcourt. Quand ce fonds est venu ici, il est venu et on l'a considéré comme complétant le fonds Nadar. C'est le même principe. Si ce n'est que sur les plaques Nadar, vous avez un petit nom, vous avez une petite bandelette qui est collée avec le nom de la personne, Mademoiselle Dupont, bébé par exemple. Et donc là, ils étaient déjà vivants. Ils avaient une identité au sens propre du terme. Et ce qui, pour le fonds Harcourt, est, je dirais, enthousiasmant, c'est redonner une identité à ces photographies anonymes. J'ai été très content de retrouver la photographie de Cosette Harcourt, puisque c'est une photo après laquelle on a couru pendant quelques temps, puisque Cosette n'avait pas de fiche dans le fichier client. Et donc quand on a trouvé ce petit tirage, on a été assez heureux de le découvrir et d'avoir enfin un beau portrait de Cosette. C'est une belle femme et qui est assez conforme à l'image qu'elle a voulu donner. Je pense c'est une belle photo Harcourt. François Mitterrand avait une très jolie formule que je fais mienne. La mémoire est révolutionnaire. Donc, garder le souvenir, garder la trace, garder vivante une esthétique, quand bien même fut-elle momentanément démodée,
c'est une action de préparation du futur. Ne pas insulter le passé, mettre enfin un visage sur des noms si connus. Se souvenir de notre histoire, c'est tout notre plaisir quand on regarde une vieille photographie. En Bourgogne, à quelques kilomètres de Nuits-Saint-Georges, la famille Thévenin est une famille semblable à beaucoup d'autres en France. Une famille où les générations coexistent. Tiens. Ah, d'accord. Ils sont bons. C'est pour le mettre sur quoi? Sur mes 2 tartes légumes. Comme ça, c'est du basilic frais. Regarde, je l'ai cueilli ce matin, ma courgette. Elle est belle, hein? J'en ai cueilli 3, moi. Voilà. L'amour que porte Christine à sa mère Madeleine, à son mari, ses enfants, s'affiche sur les murs. J'aime beaucoup la photo, donc je ne suis pas grand photographe. Je prends plein de photos dans toutes les manifestations de famille, entre autres, quand on part en vacances, parce qu'après, je fais toujours un reportage que je monte sur mon ordinateur avec la musique, etc. Mes neveux, quand on va au ski, on fait beaucoup de ski, on les emmène. Donc à chaque fois, j'ai l'appareil avec moi et ils savent que je vais les canarder, quoi. Et je cherche toujours aussi les vieilles photos, surtout ces vieilles photos noir et blanc. C'est ce qui m'intéresse, quoi. Et je crois que je vais me mettre plus à faire du noir et blanc aussi, moi. Pour Christine, le rêve d'un portrait Harcourt en compagnie de sa mère vient de loin, du souvenir d'une vieille photo, comme une Madeleine de Proust photographique. Ça vient d'une vieille photo qui est dans la famille depuis très longtemps, du frère de lait de ma grand-mère, qui était chanteur lyrique à Paris. Donc après, quand j'ai vu ces photos Harcourt noir et blanc, je me suis dit, oh, on dirait que Lucien a fait sa photo chez Harcourt. Ce qui n'était pas le cas, parce que j'ai ouvert le... C'est pas vrai, elle ne vient pas de chez Harcourt. Alors moi, j'aime bien venir voir les modèles au maquillage, d'abord pour faire la connaissance avec eux, et puis aussi parce que le fait de regarder mon modèle dans le miroir me permet d'avoir, comment dire, de découvrir le visage dans son asymétrie. Parce que quand je vous parle, j'ai un rapport d'ordre affectif avec vous, donc de communication. Quand je regarde dans la glace, en revanche, là, je suis face à une image déjà. Et donc, quand la personne va revenir vers moi sur le plateau, je saurai déjà qu'elle a un œil plus grand que l'autre, que sa bouche va comme ça, que le nez part dans l'autre sens. Quand on sculpte avec la lumière, on a justement cette possibilité de compenser ou de mettre en valeur les beautés d'un visage. Ça, je l'aurais jamais dit comme ça. Sculpture par la lumière, c'est bon. Oui, parce qu'en fait, on part de... Le noir, pour nous, c'est comme le blanc pour un peintre. On part du noir, et quand on allume les lumières, on commence à peindre ou sculpter uniquement avec la lumière sur un visage. Oui, mais après, c'est l'expression. Moi, je trouve qu'il y a toujours une expression dans les... Après, ça, c'est le travail psychologique. Voilà. Si le rapport psychologique, énergétique avec le modèle est bon, le portrait sera toujours meilleur que si il est parfait techniquement et que la personne a été délaissée par son photographe. C'est un beau langage, en tout cas. Moi, je trouve que c'est limite poétique entre la poésie et la technique, évidemment. Oui. Je connaissais pas du tout, moi. Alors, pour moi, c'était une découverte. Hein. J'ai été à Paris plusieurs fois, mais j'ai jamais vu un studio comme ça, c'est sûr.
La prise de photos dans le studio avec toutes les caméras, les lumières et tout ça, pour moi, c'était formidable. J'oublierai jamais. Pendant la prise de vue, on se dit, mais tout ce monde pour nous, tout ce maquillage, je veux dire, on a été tellement embellis quelque part. Oui, moi je me suis sentie star, mais je suis bien rentrée chez moi, hein, c'est bon. Je ne savais pas du tout comment on pouvait faire ce halo derrière la photo. Et en fait, c'est un travail mais énorme. Énorme, et c'est très 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 technique. Donc ça m'a vraiment, ouais, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué. Et puis de voir ma mère tellement heureuse aussi. Elle était, waouh, elle se trouvait bien partout, elle était à l'aise. Voilà, c'était bien. C'est gravé dans ma mémoire. Je vous dis, le lendemain matin, je me suis demandé si c'était pas un rêve. T'as bien été à Paris, t'es bien photographié, t'as été au studio Harcourt. Alors, au départ, c'était celle-là, moi. Celle-là, là, et puis... Moi, j'aime bien celle-là. Là, ce que j'aime pas, c'est le fait que j'avais mon bras qui remontait, donc ça me fait une bosse dans le dos. Ça vous fait une bosse dans le dos. Je trouve. Bon, alors ça, c'est pas du tout un problème. Par exemple, vous voyez, vous faites bien de m'en parler. La bosse dans le dos, on l'élimine comme on veut. Hein, on a des moyens très très puissants de retouche, donc c'est pas du tout un problème. Oh non, je suis bien là. Moi, je me trouve bien. Bon, Madeleine, elle est bien partout. Elle est bien partout, Madeleine, oui. Elle est très constante. C'est dur à choisir. Oui, c'est toujours un peu cornélien quand il y a beaucoup de bonnes images. Celle-là, vous pouvez la barrer, non? Voilà, très bien. Hop. Je crois que c'est celle-là. Très bien. Et votre avis? Moi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est aussi une belle entreprise commerciale, une entreprise photographique qui est quand même un moment assez intéressant dans l'histoire de la photographie, puisque le studio Harcourt dure depuis 1934. De nombreux studios aux signatures différentes verront le jour. Ils existeront en marge de Harcourt, mais aucun ne survivra. Harcourt est le seul qui reste encore aujourd'hui. Nous sommes héritiers de plus de 100, d'autres disent 150 photographes. Donc, il s'agissait de comprendre cette esthétique, de voir où elle pouvait aller dans une époque extrêmement moderne, comprendre ses racines, des racines bien plus lointaines que celles du cinéma, hein, qu'on peut rattacher à la statuaire grecque, aux peintres classiques, à l'iconographie religieuse, diront certains. Donc, artistiquement, l'enjeu est très très important. De temps à autre, un peu de plongée dans l'histoire, un peu de résurrection de la désuétude ou d'une autre époque apporte aussi un piment ou un sel à la vie d'aujourd'hui. Je ne suis pas en capacité de dire si cela peut perdurer. Mais vous savez, la beauté intemporelle, je pense qu'elle a de l'avenir.
prête? Oui, je suis prête. Je suis prête. Waouh! Ouais! Oh, magnifique! Super! Oh, Christine, t'es belle! Elle est belle? Ah oui, magnifique, hein? C'est trop beau. Puis c'est bien arrangé, hein? J'avais un petit truc dans l'œil. Je ne l'ai plus. D'habitude, j'ai pas le sourire comme ça, hein? Je fais toujours une grimace, alors là, rien du tout, c'est super. Puis alors, le sourire de Christine, c'est quelque chose. Hein? Ouais, puis c'est superbe. C'est super. Puis j'ai la signature en bas, là. Puis t'es avec ta maman. C'est... Ah ouais. Lorsque je suis arrivé ici, dans les studios Harcourt, j'ai eu l'impression, si vous voulez, que tout à coup, j'allais voir Cosette Harcourt. Parce que c'est pas possible que tout ceci soit là encore sans qu'elle soit là. Où est-elle? Je savais que c'était impossible, mais dans mon cœur résonnait, si vous voulez, un appel. Je savais que Jacques Lacroix n'y serait pas. Mais Harcourt, Cosette Harcourt, où est Cosette? Elle est toujours là. Son esprit est toujours là. Comment je suis venue à la photo? Mais tout simplement parce que j'aimais les artistes. Oh là là, ça fait peur. Un peu triste, non? Ah oui, non, ça là, merci, elle est bonne. Faut se la péter grave. Faut être super sérieux.